Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les bombardements de l'OTAN ont repris ce soir. 2 alertes successives sur Belgrade. L'Union européenne condamne sur la foi d'informations confirmées les atrocités toujours plus nombreuses qui se déroulent contre les Albanais du Kosovo. Moscou a décidé de rompre ses relations avec l'OTAN. Le drame du tunnel du Mont Blanc, le bilan toujours provisoire fait état maintenant d'au moins 30 morts, peut-être même 40, alors que la polémique s'amplifie mettant en cause la sécurité sous le tunnel. À l'arraché, l'Union européenne s'est dotée d'un accord sur l'agenda 2000 concernant la PAC. Jacques Chirac parle d'un accord satisfaisant. Au 3e jour des bombardements de l'OTAN, les actions militaires se poursuivent et s'intensifient. Dans l'après-midi, un navire américain a tiré en plein jour un missile de croisière. Les sirènes ont retenti il y a moins d'une heure une 2e fois à Belgrade cet après-midi. Une première alerte qui avait été suivie de bombardements à la périphérie de la ville. La détermination des Alliés qui ont procédé la nuit dernière à de nouvelles frappes sans pour autant faire ployer le président serbe. François Cornet. C'est de ce croiseur américain, le USS Philipsea, naviguant en mer Adriatique au large des côtes de la Yougoslavie, qu'a été tiré en plein jour cet après-midi et pour la première fois depuis le début des frappes contre le régime de Belgrade, un missile de croisière Tomahawk. On ne connaît pas la cible de ce missile, mais une chose est sûre, l'OTAN met la pression. Le but est de faire comprendre aux Serbes qu'ils sont désormais en complète insécurité de jour comme de nuit. Depuis les bâtiments de l'US Navy croisant en mer Adriatique, pas moins d'une vingtaine de Tomahawk ont été tirés la nuit dernière sur 18 cibles, principalement militaires. 10 auraient été sévèrement touchés. Les frappes, principalement concentrées au début de l'offensive sur la défense antiaérienne, ont été étendues la nuit dernière aux forces armées serbes au Kosovo. « 80 avions alliés ont mené ces raids. Au premier rang, des cibles visées, des casernes yougoslaves au Kosovo, à nouveau les défenses antiaériennes de l'aéroport et la piste que les Serbes utilisaient jusqu'à présent comme plateforme aérienne militaire, mais également les quartiers généraux de milices serbes et 2 villes du Kosovo, Uroševac et Prinzen. Au petit jour, on pouvait constater les dégâts de ces bombardements massifs sur Pristina qui ont touché également certains quartiers de la ville situés à proximité des installations militaires. Il y a des blessés à Pristina, surtout parmi la population civile. Aujourd'hui, l'état-major de l'OTAN à Bruxelles a rendu compte à la presse des résultats de ces raids et a confirmé que le but de ces attaques de la nuit dernière et à venir était d'affaiblir au maximum, je cite, la puissance armée yougoslave. 2 MiG-29 serbes auraient été abattus durant cette 2e vague par les avions alliés. Le Monténégro n'a pas été épargné. Plusieurs bombes ou missiles sont tombés dans la zone de l'aéroport, à la périphérie de la capitale et près de Danilowgrad, où sont situées des installations militaires. Il y a eu des blessés la nuit dernière au Monténégro, mais les bilans publiés par Belgrade pour l'ensemble de la Yougoslavie ne portent que sur le nombre de morts depuis le début de l'offensive alliée. Une centaine de civils et 30 soldats yougoslaves. Des casernements ont également été touchés par des missiles dans la banlieue de Belgrade, où les sirènes n'arrêtent pas de retentir. Comme mercredi soir et hier soir, les avions alliés ont redécollé ce soir de leur base en Italie pour une 3e vague de bombardements sur la Yougoslavie. Et les Serbes de Bosnie annoncent avoir abattu un avion de l'OTAN qui aurait été touché par la DCA et aurait dû atterrir dans le nord-est de la Bosnie. Une information qui a été démentie par l'OTAN. Cet après-midi, les sirènes ont une nouvelle fois retenti à Belgrade et à Pristina. Belgrade, dont la population a depuis hier ressenti les premiers effets des bombardements, alors qu'au Kosovo, en dehors de tout témoins occidentaux, la population craint davantage la vengeance des Serbes que les bombes de l'OTAN. Des informations provenant de témoignages de réfugiés parlent de l'exécution d'une vingtaine de villageois. Patrice Romden. La guerre et son cortège de misère. À la frontière du Kosovo et de la Macédoine, elle draine son lot de réfugiés. Des albanophones qui craignent des représailles des forces serbes après les bombardements. Menace réelle si l'on en croit l'OTAN qui, de Bruxelles et par la voix d'un général britannique, semble donner raison aux fuyards.
Les forces armées serbes continuent leurs attaques brutales et violentes contre les albanophones du Kosovo. Elles ont également enlevé des intellectuels. La guerre et son cortège d'accusations. À la frontière du Kosovo et de l'Albanie, aujourd'hui, 174 personnes. Le groupe se dit originaire de 3 villages désertés en catastrophe sous la pression de soldats serbes. Certains n'ont même pas de chaussures. Le Haut Commissariat aux réfugiés les recueille et collecte leurs témoignages. Ces réfugiés nous ont raconté que leur village, Goden, a été incendié, que les soldats serbes ont séparé les femmes des enfants, que 20 hommes ont été exécutés sous leurs yeux et qu'à ce moment-là, ils ont été forcés à partir, à franchir la frontière, ce qui est très difficile puisque tous les chemins sont minés vers la frontière albanaise. De fait, sur les 174 personnes, des femmes, des enfants et 10 hommes seulement. L'un d'entre eux dit ne pas avoir de nouvelles de son frère et dans son témoignage, le seul dont nous disposions pour l'instant combine crainte et réconfort. Nous avons eu de la chance car un soldat serbe nous a aidés. Il avait lui-même 2 enfants. Nous n'avons pas pu prendre nos affaires parce que la situation s'est détériorée très rapidement. Pourtant, des soldats et des policiers étaient dans le village depuis 2 jours. Il n'y avait aucun problème jusque-là. La guerre et son cortège de contradictions. Qui croire? Comment vérifier? La bataille pour la propagande fait rage à tel point que Madeleine Albright se met à parler le serbo-croate. Dans une allocution diffusée par le service de télévision WorldNet de l'agence américaine d'information, la secrétaire d'État tente d'expliquer aux Serbes que les frappes ne sont pas dirigées vers eux et que le Slobodan Milosevic porte l'entière responsabilité de la crise. Mais dire ne suffit pas à convaincre, la guerre et son cortège de mots. Et à l'instant, les États-Unis indiquent qu'ils sont extrêmement préoccupés par des informations faisant état d'atrocités commises par les forces serbes au Kosovo. Les frappes aériennes et l'état de guerre proclamé depuis mercredi soir par le gouvernement yougoslave suscitent l'inquiétude de ces familles qui ont décidé de quitter momentanément le territoire pour se mettre à l'abri, comme en témoigne ce reportage à un poste frontière entre la Yougoslavie et la Hongrie. Maris Burgo, Éric Delagneau. Les visages sont tendus au poste frontière de Röszke en Hongrie. De l'autre côté, c'est la Yougoslavie. Ce couple d'origine serbe a décidé de fuir Belgrade et les bombes. Mais comme beaucoup ici, ils refusent de nous parler, nous qui appartenons à un pays membre de l'OTAN. Pas d'afflux massif de réfugiés comme le craignaient les autorités hongroises, mais des hommes et des femmes qui vont se mettre à l'abri pour quelques jours avec le sentiment d'avoir été injustement punis. Vous, les soi-disant grands amis, les alliés de la Première et Seconde Guerre mondiale, c'est comme ça que vous nous remerciez? Pourquoi vous nous bombardez? Pourquoi? Pour quelle raison? Il aurait fallu en finir avant, lorsqu'il y avait la guerre en Croatie et en Bosnie. Il ne fallait pas attendre tout ce temps. Quel avenir avons-nous, nous les jeunes ici? Sur cette même route du départ, l'ambassadeur du Mexique en Yougoslavie croise son homologue israélien. Mais ni l'un ni l'autre ne s'étonne qu'il y ait si peu de réfugiés. Je pense plutôt que les Serbes vont se mobiliser moralement pour protéger leur pays. Ils veulent rester solidaires. Lors de la guerre en Croatie en 92, une ville hongroise avait été bombardée par les Yougoslaves, par erreur avait-on dit. Les autorités de Budapest s'emploient donc à rassurer aujourd'hui leur population et répètent qu'il n'y a rien à craindre. La Hongrie est aujourd'hui dans une position assez inconfortable. C'est le seul pays membre de l'OTAN à avoir des frontières communes avec la Yougoslavie. Et comble de malchance, la Hongrie est devenue membre de l'OTAN il y a seulement 15 jours. Je vous propose maintenant ce premier reportage à Belgrade. Ambiance dans la ville serbe aujourd'hui entre les sirènes d'alerte qui ont retenti 2 fois cet après-midi. Sur place, Memona Interman. C'était Belgrade la nuit dernière. D'abord les sirènes, puis l'obscurité qui va régner jusqu'au matin. Aujourd'hui, voici le visage d'une ville qui s'installe dans la guerre. Magasins, pharmacies, bureaux, tout est fermé. Peu de véhicules dans les rues, le carburant est rationné. L'hostilité à l'égard des Français, des Américains, des Allemands ou des Britanniques notamment est évidente. En bloc, les Occidentaux sont considérés comme des agresseurs.
C'est terrifiant, c'est dégoûtant, c'est une honte. Je n'ai pas peur, pas peur. Je suis inquiète pour mes amis, ma famille, mon peuple, mon pays. Il n'y a pas bombardé ici, je pense. Vous avez peur? Non. Pas peur? Pas peur. Tous les Serbes n'ont pas peur. Mais il y a des bombes peut-être? Ah, des bombes, bien. Mais je pense que ce n'est pas bon pour la France, pour l'Angleterre, pour la Germanie. Plus les bombardements sont intenses, plus le réflexe d'union nationale semble se renforcer. Certains rêvent d'enliser l'OTAN dans une vallée de la mort. Si l'OTAN cesse le bombardement, si le groupe de contact nous propose et renouvelle ces volets politiques, alors bien sûr, nous sommes absolument tout de suite prêts à négocier. Jusqu'à quand vous allez tenir, vous les Serbes, si on continue à vous bombarder? À l'infini, chère madame. Aucun terme. Que l'OTAN continue, nous nous défendrons jusqu'au dernier Serbe. Jusqu'à présent, il nous est interdit de filmer les conséquences de la guerre. La Yougoslavie s'attend à une troisième nuit de bombardement et on se demande pourquoi jusqu'à présent l'armée n'a pas réagi aux attaques de l'OTAN. C'est une armée que le président yougoslave a profondément réorganisée depuis décembre. Une vingtaine de généraux ont été limogés, dont le chef d'état-major. Ils ont été remplacés par des inconditionnels de la politique du président yougoslave. En Macédoine, à présent, après la manifestation anti-américaine qui a failli tourner à l'émeute hier soir, une nouvelle démonstration a tourné court aujourd'hui devant le déploiement de troupes d'intervention. Dans ce pays où sont basés les 12 000 hommes de l'OTAN, les bombardements ont retourné une partie de la population contre les frappes alliées. Anne Pancinet, Gilles Jacquet. Ce sont les premières frappes de l'OTAN filmées ici mercredi soir à Pristina. En plus de leurs conséquences directes sur place, ces bombardements ont provoqué un véritable choc de l'autre côté de la frontière macédonienne, à moins de 100 km. À Skopje, à l'ambassade américaine, on s'employait aujourd'hui à réparer les dégâts des violentes manifestations qui se sont déroulées hier dans cette ville. La grille de l'ambassade est détruite, un bâtiment et plusieurs véhicules brûlés. La police ne s'attendait pas à une telle colère. La manifestation était organisée par un tout petit parti serbe. Ses représentants, eux, ne sont pas surpris d'avoir été à ce point suivis par la population. Nous, on sait que les Serbes et les Macédoniens sont inséparablement liés. Ils sont comme des cousins. Serbes et Macédoniens ne parlent pas la même langue, mais ils se comprennent parfaitement. Et surtout, comme les Serbes, les Macédoniens ont une forte minorité albanaise, 30% de la population. Le séparatisme albanais les inquiète. Cette situation nous inquiète, car ce conflit pourrait se transférer en Macédoine. Chez nous aussi, il y a des tensions entre les citoyens. Tout le monde a peur de cette guerre. Et c'est pour ça qu'on a manifesté. Aujourd'hui, les manifestations prévues ont tourné court en raison d'un important déploiement des forces de l'ordre dans la capitale macédonienne. Mais les soldats de l'OTAN, qui jusqu'à mercredi soir avaient coutume de se promener en ville, se font rares depuis. Et en direct de Skopje, nous retrouvons Anne Pancinet. Le Conseil de l'Europe a lancé tout à l'heure un appel en faveur de la Macédoine devant un afflux massif éventuel de réfugiés venant du Kosovo. Oui, alors actuellement, on n'assiste pas à un afflux massif de réfugiés à la frontière entre le Kosovo et la Macédoine et les organisations internationales ne le confirment pas. Peut-être parce que pour les Albanais du Kosovo, à l'heure actuelle, il est peu facile, voire dangereux de circuler au Kosovo tout simplement. Ce que craint sans doute le Conseil de l'Europe, c'est que si la répression à l'encontre des Albanais se poursuit dans la province, eh bien malgré tout, ils décident de fuir et de passer en Macédoine. Ces Albanais, ils passent en Macédoine depuis des mois et des mois. Entre le 26 février et le 5 mars, un chiffre avait été donné de 1500 personnes qui avaient franchi la frontière, tout simplement parce que les Albanais ont de la famille ici, en Macédoine. Et les autorités macédoniennes avaient même été amenées en début de cette semaine à fermer la frontière pour une journée. Ce que craignent ces autorités, évidemment, c'est que cet afflux de réfugiés déséquilibre la balance démographique. On l'a dit, il y a 30% d'Albanais en Macédoine pour 58% de Macédoniens. Et en plus, ces Albanais vivent
vivent le long de cette frontière du Kosovo, où ils constituent une population sinon homogène, au moins largement majoritaire dans cette partie de la Macédoine. Merci Anne Poncinet. Basées notamment à la frontière entre la Macédoine et le Kosovo, les forces terrestres de l'OTAN sont sur le qui-vive depuis les premières frappes des Alliés. La crainte de représailles pour ces hommes à portée de canon des Serbes. Reportage Jérôme Beni, André Issora. La frontière entre la Macédoine et le Kosovo en guerre est aujourd'hui l'une des plus surveillées du monde. Il y a les patrouilles à pied de l'armée macédonienne qui craint un effet de contagion du conflit. Et il y a les blindés de l'OTAN, particulièrement vigilants depuis mercredi soir. Ils étaient venus avec une mission de paix pour s'interposer entre les belligérants au Kosovo, mais la paix n'est plus à l'ordre du jour. Pourtant, ici, on prétend encore y croire, malgré les bombardements en Yougoslavie. Nous sommes totalement étrangers à la campagne d'opération actuelle et nous sommes simplement prêts à intervenir en cas de maintien de la paix, en cas d'accord et de signature. Depuis le début des frappes aériennes, les forces terrestres de l'OTAN ont dû prendre des dispositions particulières. Les unités ont tout simplement quitté la ville pour se disperser dans la campagne. Pour quelle raison? Pour éviter une éventuelle riposte de l'artillerie serbe qui est massée à la frontière. Il s'agit d'éviter les concentrations de troupes, cible trop facile. Le renforcement de ce contingent terrestre a été interrompu il y a une semaine au moment de la rupture des pourparlers avec la Yougoslavie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un sérieux décalage entre la vocation pacifique de ces troupes terrestres et puis l'aviation de l'OTAN qui, elle, continue de bombarder le territoire yougoslave à quelques kilomètres d'ici. L'OTAN qui a annoncé avoir abattu au-dessus de la Bosnie 2 MiG-29 serbes. Les pilotes auraient été capturés. Sur la base militaire d'Istrana, dans le nord de l'Italie, le contingent français participe à de nombreuses missions depuis le début des opérations. Hier soir, tous les appareils engagés ont regagné Istrana, tard dans la nuit. 4 Mirage français ont décollé en début d'après-midi pour différentes missions. Visite guidée sur la base, Alain Chalvron, Enrico Melonari. Et voilà les Mirages français participant à l'opération Force déterminée. Ils sont sur la base d'Istrana, à une centaine de kilomètres d'Aviano. Il y en a 20. Qui s'ajoute à une vingtaine de super-étendards embarqués sur le Foch. Ces Mirage 2000D d'attaque au sol sont servis par 300 hommes et participent depuis le premier jour à pratiquement toutes les missions sur la Yougoslavie. Concernant, je mène effectivement des missions d'attaque sur le territoire de la Serbie, enfin en tout cas de l'ex-Yougoslavie. Mais le dispositif français en Italie regroupe l'ensemble des missions que l'arme aérienne est en mesure d'exécuter, des missions de surveillance, de commandement et de contrôle, de ravitaillement en vol et même de rescue éventuellement des équipages en difficulté. Il était même prévu un briefing avec ce pilote dont le nom n'a pas été révélé, une première dans ce conflit. Ce qui explique la foule qui se pressait autour du lieutenant-colonel X. Ce qui est certain, c'est que nous sommes loin de sous-estimer les capacités de réaction de la défense antiaérienne serbe. Et que nous continuons de considérer qu'il y a un risque. Si nous n'avons pas encore subi de pertes, je pense que c'est lié au fait que nous maîtrisons cette défense antiaérienne pour le moment. En privé, le lieutenant-colonel nous a confié, en croisant les doigts, qu'il avait lui-même subi des tirs serbes, sans effet. En Italie, le chef du gouvernement Massimo D'Alema pris sous les feux des communistes et des Verts fermement opposés à l'intervention de l'OTAN. Massimo D'Alema, cet après-midi, à la fois justifié l'intervention armée des Alliés, une opération qu'il souhaite brève et concentrée sur les objectifs. En même temps, il demande la reprise la plus rapide des négociations. Et nous rejoignons en direct d'Aviano Alain Chalvron. Le chef du gouvernement italien doit donc faire face à de nouvelles tensions, y compris au sein de sa propre majorité, des notes plus que dissonantes. Oui, vous savez, l'Italie est en première ligne et les Italiens sont contre ces opérations militaires, c'est ce que montrent les sondages. Vous savez, la côte des Pouilles est à 200 km à peine du Monténégro, à peine donc de la Yougoslavie. Cela veut dire que les Pouilles pourraient être l'objet de représailles si Milosevic le décidait. Après tout, la Yougoslavie a des missiles sol-sol qui pourraient atteindre donc l'Italie.
Et puis les Italiens craignent aussi une nouvelle vague de réfugiés. La presse italienne parle de 40 000 ou même 60 000 Kosovars qui pourraient franchir l'Adriatique pour venir se réfugier en Italie. Enfin, sur le plan politique, vous le disiez, donc il y a des tensions à l'intérieur même de la coalition. Les communistes sont contre cette intervention. Et Massimo D'Alema est donc un peu en difficulté, ce qui explique qu'il préférait que l'on passe assez vite de la force à la diplomatie. Du reste, l'aviation italienne ne participe pas au bombardement, elle se contente de surveiller l'espace aérien italien. Merci Alan Chalvran de ces précisions. La situation en Albanie maintenant, le ministre britannique à la Défense indique que les forces serbes ont bombardé 2 villages dans le nord-est du pays. En direct de Tirana, nous rejoignons Benoît Duquesne. Est-ce que sur place, on ressent déjà les premiers signes d'inquiétude ? Écoutez, la situation est relativement calme ici à Tirana. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude palpable dans les rues, même si la grande crainte des autorités albanaises, c'est bien sûr de voir la Serbie vouloir étendre le conflit à son territoire. C'est pour ça que des troupes albanaises ont été massées dans le nord du pays, à la frontière avec la Serbie, en face des troupes serbes. Une frontière qui est montagneuse, qui est truffée de mines, parce que les Serbes ont toujours reproché aux Albanais de servir en quelque sorte de base arrière aux nationalistes du LCK. C'est pour ça aussi que 2 villages, ces derniers jours, ont été bombardés, pilonnés par l'artillerie serbe, parce qu'ils soupçonnaient que s'y trouvaient des membres du LCK, mais heureusement, il n'y avait plus d'habitants, les vies des habitants étaient parties et les dégâts ont été relativement mineurs. Alors si les Albanais étaient inquiets, eh bien, ils ont peut-être été rassurés par les déclarations du secrétaire général de l'OTAN, qui a dit que l'Alliance veillait à la sécurité de l'Albanie, et puis en contrepartie, eh bien, l'Albanie, elle, fournit toute assistance, toute facilité à l'Alliance, ne serait-ce qu'en fournissant son espace aérien pour aller bombarder la Serbie, et cela peut-être moins par attachement pour ses lointains cousins du Kosovo que par une réelle antipathie, et le mot est peut-être faible, pour les Serbes, ses ennemis de toujours. Merci Benoît Duquesne. Bill Clinton, dans une allocution vidéo diffusée par satellite, s'est adressé directement au peuple serbe, indiquant que les frappes aériennes ne sont pas dirigées contre les civils. Le président américain fait porter l'entière responsabilité au président Milosevic, affirmant qu'il a lancé une campagne cruelle contre le peuple albanais du Kosovo. J'appelle tous les Serbes à nous rejoindre pour rechercher une fin à ce conflit inutile, a donc déclaré le président américain. Et puis à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est réuni en fin d'après-midi, a rejeté le projet de résolution présenté par la Russie qui exigeait un arrêt immédiat des frappes. La Russie qui a décidé cet après-midi de rompre tout contact avec l'OTAN et d'expulser ses représentants. Nouvelle escalade de Moscou qui multiplie les menaces. Dans la capitale russe, manifestation ce matin contre l'ambassade des États-Unis alors que la presse condamne l'OTAN et interpelle le dirigeant du Kremlin, Gilles Rabin. Elle travaille vite, mais elle prend le temps de peser chaque mot, car depuis 2 jours, chaque mot risque de peser lourd. Elle va présenter le bulletin de l'après-midi sur NTV, la première télévision privée de Russie, la seule qui, pendant la guerre en Tchétchénie, osait donner de vraies informations. Elle s'appelle Mariana Maximova. Premier et deuxième titre sur l'actualité en Yougoslavie et les réactions en Russie. Au 3e titre, elle revient à ce qui faisait la une de tous les médias avant les frappes de l'OTAN, les enquêtes judiciaires sur la corruption de l'État, avec aujourd'hui les suites d'une perquisition au Kremlin. Sur la Yougoslavie et les réactions en Russie, les journalistes de NTV donnent toutes les informations, rien que les informations avec la plus grande rigueur possible. C'est que le terrain est miné par la politique intérieure russe. Pour l'opposition communiste, nationaliste, etc., c'est un vrai cadeau de l'OTAN. Évidemment, les communistes et les nationalistes russes tentent d'exploiter le cadeau tombé du ciel et les envoyés spéciaux risquent le dérapage à chaque phrase. D'autant que depuis hier soir, ils sont les derniers journalistes étrangers autorisés à travailler en Serbie, les derniers témoins. Surprise, les premiers, ils font état de dissensions au sein du pouvoir yougoslave autour de Milosevic. J'ai reçu ça il y a une demi-heure. C'est un avertissement de la commission anti-OTAN. Ça existe dans notre Parlement. Ils nous accusent de partialité dans notre couverture de l'agression contre le pays frère, la Yougoslavie.
La commission anti-OTAN de la Douma menace de demander le retrait de la licence de diffusion accordée à NTV, qui en réalité joue cette licence plusieurs fois par jour. La première télévision privée de Russie rêve d'inviter en direct, en duplex de Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN, un scoop qui pourrait lui coûter cher. À Paris, le maire de Moscou, candidat sérieux à la présidence russe, Yuri Lyuchkov, s'est entretenu avec Jacques Chirac, qu'il a rencontré à l'Élysée. Il a indiqué qu'il ferait, dès son retour en Russie, des propositions pour une solution de la crise au Kosovo. Il craint le risque d'un nouveau Vietnam dans les Balkans. Le maire de Moscou a ensuite rencontré à Matignon Lionel Jospin. Jacques Chirac, qui une nouvelle fois a appelé ce matin le président serbe à négocier à l'Élysée devant le corps préfectoral, le président de la République a indiqué que le chemin de la paix est préférable à celui du totalitarisme. Je vous propose de l'écouter. Cette action était nécessaire. Le choix n'était pas entre la paix et les frappes aériennes, mais entre des frappes maintenant ou la guerre plus tard, plus lourde, plus globale et sans aucun doute plus meurtrière. Une guerre qui aurait pu déstabiliser l'ensemble des Balkans et porter une grave atteinte à nos valeurs et à notre sécurité. Ces frappes n'ont qu'un but, faire comprendre au président Milosevic que le chemin de la paix est préférable à celui du totalitarisme, à celui de la violence contre les populations civiles. L'accord est sur la table. À tout moment, le président Milosevic peut interrompre ces frappes en acceptant une solution qui respecte pleinement l'intégrité de la Serbie et garantit la stabilité des Balkans. La situation au Kosovo et la participation de la France à l'intervention militaire de l'OTAN ont fait l'objet ce matin d'une véritable explication de texte devant l'Assemblée et retransmise au Sénat. Le Premier ministre a détaillé l'action de la France, indiquant que notre pays ne fait pas la guerre au peuple serbe. Réaction des députés, l'Assemblée ne parle pas d'une seule voix. Jean-Baptiste Prédali, Laurent Hakim. On attendait ces explications, certains les réclamaient. Alors Lionel Jospin a choisi l'option pédagogique pour justifier la participation française aux frappes de l'OTAN. Presque tous les anciens ou nouveaux responsables politiques étaient là. Devant eux, le Premier ministre l'a dit et répété, la force n'est pas une fin en soi, mais la France assume. Nous ne sommes pas les ennemis de la nation serbe, qui a le droit légitime de se voir offrir un avenir dans une Europe démocratique. Mais nous devons constater qu'aujourd'hui, ce sont les autorités de Belgrade qui portent seules la lourde responsabilité de la crise actuelle. Ce n'est pas un peuple qui est visé, mais un appareil militaire et répressif. Ce n'est pas une nation qui est mise au ban, mais un régime récusant avec obstination les règles de la communauté internationale. Pas de suivisme, a martelé Lionel Jospin pour couper court aux reproches d'hégémonisme américain dans cette opération. Un Premier ministre conforté par des voix venues de l'opposition. Les frappes aériennes effectuées par l'OTAN doivent avoir pour objectif, et je dirais pour seul objectif, de contraindre le gouvernement de Belgrade à cesser immédiatement toutes les opérations de répression massive actuellement en cours au Kosovo. L'intervention militaire est majoritairement approuvée, mais après 3 heures de débat, il n'y a pas eu de vote. Et chacun est reparti avec ses interrogations. J'attends que les objectifs politiques définis par Lionel Jospin et que nous partageons tous soient en effet réalisés. Et nous nous interrogeons sur le fait que la méthode employée puisse être à elle seule suffisante pour les atteindre. Il faudra bien en venir à la force d'interposition qui avait été proposée dans le cadre de la conférence de Rambouillet. Mais pour que cette force d'interposition puisse prendre place, il faut d'abord que les capacités militaires serbes aient été réduites et il faut qu'il y ait un minimum d'accord de la part du gouvernement serbe. En revanche, pas de concession des opposants résolus à l'intervention armée qui craignent un renforcement du pouvoir de Belgrade. Aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce que Milosevic est en situation
favorable ou pas. Je crois que les bombardements le favorisent, le renforcent. Autour de lui se resserre une sorte d'union sacrée. Dans l'après-midi, Alain Richard, le ministre des Armées, intervenait devant la commission de la Défense de l'Assemblée. Mais malgré le souci de ménager des députés qui s'estimaient tenus à l'écart, cette journée entière d'explications n'a pas répondu à une question. Que va-t-il se passer maintenant au Kosovo ? Et puis cette manifestation en fin d'après-midi à Paris, place de la République, elle appelle de plusieurs organisations de gauche, dont le Parti communiste. Robert Rue et Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT, faisaient partie des manifestants. Enfin, sur le marché d'échange, l'euro est tombé au plus bas face au dollar, touché bien sûr par les frappes aériennes sur la Yougoslavie, mais peut-être également par l'accord sur le financement de l'Union européenne, jugé décevant. Voici donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur la situation dans les Balkans. L'actualité de ce jour marquée également par la catastrophe du tunnel du Mont Blanc. Le bilan de l'incendie reste provisoire, sans cesse revu à la hausse. Selon les Italiens, il y aurait 35 victimes. L'incendie qui depuis 3 jours ravageait le tunnel a été éteint en fin d'après-midi. Sur place, à l'intérieur du tunnel, les opérations de ventilation se poursuivent pour tenter de faire tomber la température. La jonction entre les pompiers depuis la France et l'Italie est imminente. Voyons d'abord la situation du côté italien. Olivier Théron, Frédéric Besson. Les 45 pompiers français et suisses et leurs 20 véhicules d'intervention sont arrivés à 3 h du matin. Ils se sont immédiatement mis en action, par petits groupes, avec des appareils de respiration à circuit fermé et grâce à une brumisation des parois du tunnel pour faire baisser la température, ils ont combattu le feu. Enfin, à 16 h, grâce à une excellente collaboration avec les sapeurs italiens, le feu était considéré comme éteint. La température est retombée à 80 degrés. Elle était encore de 1000 hier soir par endroit. La jonction a été réalisée puisque nous avons accédé jusqu'à la fin, jusqu'au dernier véhicule sinistré. Actuellement, tout le tunnel va pouvoir être accessible à la police afin de déterminer le nombre de victimes. L'intérieur du tunnel, vous pouvez l'imager en comparant peut-être à un four. Voilà. C'est dans ce four, encombré de carcasses de voitures, de camions et de morceaux de béton tombés du tunnel, que la police judiciaire va essayer de recenser le nombre exact de victimes. Vous allez rester là jusqu'à la fin ? Oui, oui. Votre mission, c'est quoi? C'est police technique et scientifique. Les fonctionnaires de la police scientifique vont relever les numéros d'immatriculation des voitures, les numéros des châssis, tout ce qui peut permettre d'identifier les passagers du tunnel. Les pompiers français et suisses ont commencé à quitter l'entrée du tunnel ici en Italie. Les investigations vont se poursuivre encore quelques temps. Les corps des victimes seront sortis peu à peu de l'intérieur du tunnel. Ils seront sortis côté Chamonix, car le drame s'est déroulé sur le territoire français. Et du côté français précisément, les sauveteurs continuent d'explorer l'ensemble du tunnel, les deux dresser un bilan définitif des victimes. Benoît Gadret, Jean-Claude Martin. D'heure en heure, le bilan des victimes s'est alourdi. La catastrophe tant redoutée est devenue une réalité. Et ce soir encore, les responsables des secours sont incapables de fournir le nombre exact de victimes. Nous avons dit ce matin qu'il y avait une 30aine de victimes. Il est vrai que la situation telle qu'on la voit avec les informations supplémentaires que l'on peut avoir disent qu'il pourrait y avoir de plus de 30, donc on sera entre 30 et 40. Cette estimation tient davantage aux disparitions signalées par les familles et les entreprises de transport qu'à une comptabilité précise effectuée dans le tunnel, une tâche difficile compte tenu de l'état des corps. Dans la zone incendiée, les pompiers ont retrouvé une vingtaine de poids lourds et 11 voitures entièrement calcinées. Nous avons trouvé des corps à l'intérieur des véhicules, des corps à l'extérieur et aussi des corps à l'extérieur des véhicules. Dans des refuges pressurisés? Nous avons retrouvé un corps dans un refuge. On peut penser que les gens ont tenté de s'enfuir à pied. S'ils étaient en dehors de leur véhicule, forcément, c'est qu'ils ont dû essayer de s'enfuir de leur véhicule pour gagner une aire plus respirable. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place à la mairie de Chamonix. Avec discrétion, les familles italiennes et françaises des victimes supposées y sont accueillies. On essaye de leur donner des renseignements, de les réconforter, sachant que l'angoisse de savoir qu'il y a peut-être des leurs sous le tunnel et qu'aujourd'hui on est incapable à ce moment-là de leur dire s'ils y sont ou s'ils n'y sont pas, c'est très très difficile. Un début d'année noire pour la vallée de Chamonix, déjà endeuillée en février dernier par une terrible avalanche. Après l'incendie qui a donc ravagé pendant 3 jours le tunnel du Mont Blanc, certaines voix s'élèvent pour mettre en cause la sécurité à l'intérieur de ce tunnel unique en son genre. La polémique se nourrit également d'un rapport qui mettait en garde contre les risques d'une véritable catastrophe. Valérie Fournier.
Dans les archives du préfet Pierre Breuil, depuis quelques mois, un rapport alarmant. Dans ce document, le service départemental de secours et d'incendie de Haute-Savoie avait mis en garde les autorités sur 2 points. L'insuffisance des systèmes d'extraction des fumées et la mission impossible des pompiers en cas d'intervention dans le tunnel du Mont Blanc. Mission impossible est beaucoup dire, mais j'avais connaissance naturellement de ce rapport. Et si vous voulez, nous sommes vis-à-vis des problèmes de sécurité, vis-à-vis d'un point sensible, comme le tunnel du Mont Blanc, surtout un ouvrage assez ancien, nous sommes toujours dans une situation critique. Même s'il y a eu des erreurs ou des retards, il y avait quand même un système de sécurité qui a aussi servi, n'est-ce pas? Et je ne peux pas répondre à cette question. Et d'ailleurs, je ne veux pas développer sur ce point, je ne peux pas en dire plus. La société du tunnel du Mont Blanc, quant à elle, considère que toutes les mesures pour améliorer le système de sécurité ont été prises. Selon son directeur général, ces rénovations ont même permis de sauver des vies. Un homme qui d'ailleurs affirme ne pas connaître l'existence du rapport. Je n'ai pas connaissance pour ma part de rapport tel que vous le mentionnez. À Poitiers, les spécialistes de combustion jugent le système de sécurité obsolète. C'est vrai que la conception du tunnel actuellement par rapport aux exigences de sécurité du monde moderne, elle est dépassée. Quant aux pompiers de Chamonix, cette note prouve qu'ils n'ont pas eu la formation pour utiliser le système de respiration autonome. Faute de budget, ils n'auraient donc pas eu l'équipement requis. À Berlin, après une nuit blanche, l'Union européenne a finalement réussi à l'arracher, à se doter de son fameux agenda 2000, un compromis qui marque notamment une certaine résignation de l'Allemagne. Le chancelier Gerhard Schröder a revu ses ambitions à la baisse. Le détail, Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Toute une nuit d'attente pour les journalistes, toute une nuit de négociations pour les chefs d'État et de gouvernement. Enfin, à 6h30 ce matin, Jacques Chirac arrive les traits tirés pour annoncer l'accord conclu à l'arraché sur le financement de l'Europe pour les 7 ans à venir. Je crois qu'on peut dire que c'est un accord raisonnable qui a été bien amélioré du point de vue de la France. Je crois que tout le monde avait des raisons d'être satisfait. Ce n'est pas l'enthousiasme, mais les 15 ont évité la rupture, donc le pire. Sur la politique agricole, la France, qui exigeait la stabilisation des dépenses, gagne son bras de fer. Les Anglais, eux, sont les grands gagnants au plan de la contribution budgétaire. Ils continueront de payer moins que les autres, alors que les Allemands continueront de payer plus. Le succès du sommet était à ce prix. Mais c'est la discussion sur les aides accordées jusqu'à présent aux pays du Sud pour leur permettre de combler leur retard qui a failli faire tout capoter. L'Espagne en tête, ils refusent d'y renoncer. La France plaide au contraire pour un rééquilibrage. Pression, suspension, aparté, au bout de la nuit, le compromis est enfin négocié. L'accord global ne traduit donc pas de changement important pour chaque pays, même si la France, selon Lionel Jospin, accepte de faire un gros effort et de payer un peu plus. À 2 mois et demi des élections, les 15, à quelques exceptions près, ont voulu prouver que leur volonté de faire avancer l'Europe l'emportait sur les intérêts nationaux. Et voyons maintenant l'accord sur la réforme de la politique agricole commune. Jacques Chirac se dit satisfait. La France, sur ce difficile dossier, a finalement obtenu un certain nombre d'améliorations, notamment en faisant reporter à plus tard la réforme du secteur laitier. Yann Frantier. Ce producteur laitier peut garder le moral. Lui, comme les autres professionnels de cette filière, sont les grands gagnants de l'accord signé ce matin à Berlin. Certes, la baisse des prix est programmée, moins 15%, mais elle est repoussée de 2 ans. Elle ne sera effective qu'en 2005. Autre satisfaction, les quotas laitiers prolongés jusqu'en 2006. Ils augmentent en France de 1,5%, voire beaucoup plus dans certains pays européens comme en Espagne ou en Italie. Pour les céréaliers, les prix chutent 15%, mais progressivement et en 2 étapes à partir de 2000-2001. Moins chanceux, les producteurs de viande bovine. Une baisse en 3 étapes est programmée, une baisse conséquente qui devrait atteindre 20%. Mais pour tous, ces baisses de prix seront compensées par des versements de primes et par des aides directes. Des compensations parfois très élevées, jusqu'à 85%. C'est le cas par exemple pour les éleveurs de bœuf français. Un compromis jugé acceptable par la FNSEA, principal syndicat agricole français, qui souligne cependant son inquiétude quant à l'avenir de cet accord.
La première réaction, c'est que la ténacité et la mobilisation des agriculteurs a été payante, mais aussi la pugnacité du président de la République, la fermeté du Premier ministre a montré qu'on pouvait changer ce qui paraissait inchangeable. Une décision importante en tout cas pour l'Union européenne. La PAC, la politique agricole commune, représente en effet plus de la moitié de son budget, près de 260 milliards de francs. Renault propose un accord sur les 35 heures, un texte qui prévoit notamment 6 000 embauches, un compromis ambitieux, dit la direction de Renault, qui envisage 10 à 15 jours de congé avec maintien des rémunérations. Et puis cette information, le gouvernement demande aux consommateurs de ne pas manger de fromage de type maroilles, fabriqué par la société Lézire et Roger Fromagerie, portant le numéro de lot 004 en raison de l'hystéria. À Londres, cette visite très médiatique de Margaret Thatcher, l'ancien Premier ministre britannique, qui a rencontré le général Pinochet dans sa résidence près de Londres, résidence surveillée. La Dame de Fer s'est entretenue avec le dictateur chilien, âgé de 83 ans, indiquant combien, je cite, « Nous vous devons, c'est vous qui avez apporté la démocratie au Chili », a déclaré Margaret Thatcher. Maurice Papon a été débouté de sa plainte contre Jean-Luc Kennedy, qui avait écrit que le massacre entre guillemets du 17 octobre 61 lors d'une manifestation d'Algériens à Paris avait été commis sous les ordres de l'ancien préfet de police de Paris. Près de 500 officiers de police manifestaient aujourd'hui à Paris pour protester contre la condamnation à des peines de prison ferme de 54 d'entre eux hier par le tribunal correctionnel de Versailles pour mauvais traitements et sévices sexuels sur un trafiquant de drogue. Les manifestants se sont rendus à la prison de Bois d'Arcy pour témoigner de leur soutien à l'un des prisonniers emprisonnés. Pour une meilleure politique d'aide aux victimes, un rapport signé Marie-Noëlle Lienemann a été remis cet après-midi à Lionel Jospin. Il contient 114 propositions pour qu'enfin les victimes puissent trouver sur le territoire un réseau de services d'aide. Je vous propose de voir l'exemple dans un commissariat de Sarcelles où l'on s'efforce d'accélérer les procédures pour éviter aux victimes le parcours des combattants avec l'intervention d'un médiateur de justice pour régler les conflits. Bertrand Coq, Jean-François Renaud. Bonjour monsieur, allez-y, entrez, asseyez-vous. Alors je vous écoute. On m'a piqué mon portable. Ouais, ça s'est passé comment? À Sarcelles, comme ailleurs, le sentiment d'insécurité se nourrit de petites choses, d'incivilité, de différends familiaux. À quoi s'ajoute parfois une certaine indifférence à l'égard des victimes. Vous savez, j'ai un témoin pour le on l'a mentionné, de toute façon, on a déjà pris... La photographe de la clinique Bellevue. Elle m'a vu avec un œil comme ça, je peux vous le dire. Elle m'a photographié. C'est abominable ce qui me fait vivre, je peux pas vous le dire, c'est pour ça que j'étais partie. C'est vrai, quelquefois, on est un peu désarmé, quoi, mais on essaie de faire face, parce qu'ils viennent ici pour aussi trouver une solution à leurs problèmes, aussi pour avoir un réconfort. Le commissaire parle de lutter contre les petits désordres sociaux et de la nécessité de s'adapter pour des fonctionnaires toujours plus sollicités. La police, évidemment, ça n'est pas de l'assistanat social, mais c'est aussi quelque part, qu'on le veuille ou non, un travail social, c'est-à-dire c'est un travail qui n'est pas déconnecté d'une réalité. Et la réalité des banlieues, ce sont surtout des problèmes sociaux, qui, s'ils ne sont pas traités par les différents partenaires dont nous, dégénèrent en violence. 54 rue Pierre-Bortolette. Actuellement, qui est-ce qui habite là-bas? 45 rue, c'est ce monsieur-là. Il n'y a que lui qui habite là-bas pour l'instant? Toutes les doléances ne débouchent pas sur le dépôt d'une plainte. Il n'y a que eux qui habitent là-bas. Ces deux propriétaires en délicatesse avec un locataire se contenteront d'une déclaration sur main courante, en attendant l'intervention d'un médiateur. Donc je vais vous prendre une déclaration. Hein. Après, nous allons convoquer ce monsieur et on va essayer de régler votre affaire à la MJD, à la Maison de la Justice et du Droit, hein, qui se trouve juste à côté du commissariat. Là. Il y a un représentant du magistrat qui sera là. Hein. On répond plus rapidement aux demandes des victimes, on va dire. Hein. Au lieu que là, dans ce cas présent, c'est une affaire qui traîne depuis longtemps, qui n'arrive pas à régler à l'amiable, comme on peut. Donc là, en un espace de 10 jours, je pense que ça va être réglé par le médiateur de justice. Et c'est ce que demandent les gens. Et c'est ainsi qu'à Sarcelles, depuis mai dernier, sur 5500 plaintes et 1300 mains courantes, une soixantaine de conflits ont trouvé leur dénouement devant le médiateur. En football, match important pour la France demain qui rencontre l'Ukraine, un match qui compte pour les qualifications de l'Euro 2000 avec une équipe de France sans Zinedine Zidane. Florent Gautreau, André Germain.
Et pourtant, il marche. Son genou droit va mieux, mais Zidane ne jouera pas contre l'Ukraine. Absent et tellement présent dans les conversations de la semaine. Peut-on jouer sans lui? Et surtout, qui remplacera le meilleur joueur du monde? Dorasso ou Pires rêvent de jouer avec le numéro 10, mais personne n'ose le dire. Si malheureusement pour lui, pour nous, il ne venait pas jouer, bon bah il y aurait d'autres joueurs qui seraient derrière pour le suppléer. Mais qui, par exemple? Qui, je sais pas, on verra bien. Ça appartient à Roger Le Maire. On ne peut pas le remplacer. Zizou est irremplaçable quelque part. Mais c'est certain qu'à son poste, dans les 18, Youri peut très bien évoluer à cette place-là. Zidane est blessé, il pleut sur les Bleus, mais il y a toujours la même ambiance. Comme si les tricolores avaient toujours en eux un coin de ciel bleu du dernier mois de juillet et cette belle assurance qui les a fait champions. La France a déjà gagné sans Zidane, elle peut jouer sans fausse note, malgré l'absence du maestro. Intrinsèquement, cette équipe a beaucoup de charisme, tant sur le plan individuel que collectif. Je dirais que la personnalité de beaucoup de joueurs rejaillit justement dans les moments où on en a besoin. Et puis les Bleus pourront compter sur Deschamps, leur capitaine au long cours qui fêtera sa 83e sélection. Battre le record d'Amoros, c'est bien. Battre l'Ukraine, ce serait encore mieux. Finale inattendue demain dans le tournoi de tennis de Key Biscayne. Le Français Sébastien Grosjean, après avoir éliminé Kurten et Moya, a battu en demi-finale l'Espagnol Francisco Clavet 3-6, 6-3, 6-1. Sébastien Grosjean sera opposé en finale au grand favori du tournoi, Richard Krajicek. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Les bombardements de l'OTAN ont repris ce soir. 2 alertes successives sur Belgrade. L'Union européenne condamne sur la foi d'informations confirmées les atrocités toujours plus nombreuses qui se déroulent contre les Albanais du Kosovo. Moscou a décidé de rompre ses relations avec l'OTAN. Et puis ces informations qui nous parviennent à l'instant, 2 violentes émeutes ont éclaté ce soir devant l'ambassade des États-Unis à Athènes. La police a utilisé des grenades lacrymogènes et des lance-incendies pour disperser plusieurs milliers de manifestants qui tentaient donc de s'approcher de l'enceinte diplomatique. Ces émeutes sont donc, en tout cas ces violentes émeutes sont à Athènes. Je vous rappelle aussi que l'OTAN annonce avoir abattu 2 MiG serbes et capturé ses pilotes. Enfin, la fin de l'alerte aérienne à Belgrade. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis le point route Valérie Maurice, 20h55 PJ, votre série policière du vendredi, minuit le dernier journal Laurence Stolazza, demain 7h dans Théo Café, Catherine Sellac recevra Princesse Erika. Je vous retrouve demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.